Je reviens encore vous voir pour vous parler. Alors je suis un peu désolée parce que j'ai eu quelques petits soucis des derniers moments et du coup ça va être un stand-up un peu doux. Mais je vais essayer de mettre les formes. Alors bon, tu sais déjà que moi j'adore parler de moi, clairement. Et quand je suis un peu à court d'idées, j'aime bien parler de ma famille. Non seulement ça permet de parler, mais en plus ça me permet de raconter des anecdotes assez marrantes et assez folles de ma famille justement. Alors j'avoue c'est pas forcément des super anecdotes hyper heureuses, mais je vous jure elles sont toujours vraies. Ouais. Non, moi j'adore parler de choses horribles, mais que des vrais trucs horribles. Alors donc ce que je raconte c'est forcément basé sur des faits. Alors je parle de situations factuelles, hein, pas d'effets magiques. Non, parce que c'est plutôt les belles-mères aigries qui ont versé ma famille en fait. Hein. J'imagine les meufs sur le berceau de mes grands-parents en mode dis-moi Georgette, tu peux leur mettre les potions avec toute la merde du monde? Genre je sais pas, la dictature, la rue, la famine, l'immigration, le racisme, l'analphabétisme. Ah, j'oublie un truc encore là, ouais, hein, j'oublie. Dites-moi les filles, aidez-moi. Hein. Là on est quand même pas mal déjà hein, en termes de merde du monde. Ouais, mais il faudra un truc, tu vois, qui les achève. Un truc hyper fort, quoi. Mélo leur peau blanche et l'allergie au soleil. Ouais, l'allergie au soleil, c'est bien ça pour les Espagnols du Sud. C'est la mort totale, c'est la honte, la loose totale. Donc du coup, voilà, super idée, c'est passé. Alors, finalement, moi, ces belles-mères aigries, je peux les remercier, parce qu'en fait, sans elles, je serais pas là ce soir à vous raconter le handicap de ma mère. Donc, quelque part, merci les filles. En fait, pour faire court, on va pas s'éterniser là-dessus, mais ma mère, elle a failli mourir suite à une rupture d'anévrisme à l'âge de 41 ans. Elle s'est retrouvée en fauteuil roulant, avec un fort handicap et de graves séquelles. Jusque-là, pas cool. Les médecins ils nous disaient que ce serait sûrement un légume au mieux. Puis elle s'est réveillée. Alors comme elle aime le dire, ok, c'est pas une tomate de la dernière récolte, mais elle est toujours là finalement. Hein. Ouais, elle est bien là. Bon, elle a tout de même des tests de suivi à faire tous les 6 mois. Mais ça, c'est plutôt l'aspect cool et assez marrant et ludique du handicap. Parce que ça se passe vraiment à chaque fois pareil, depuis maintenant 9 ans. Tous les 6 mois, elle va faire un scanner, une radio du cerveau, et elle se retrouve face à un médecin qui récupère la radio et qui bug. Qui bug tout simplement. Attendez, faut que je me fais patienter 5 minutes, faut que je vérifie quelque chose. C'est pas très cohérent tout ça. Donc ma mère, à chaque fois, elle se retrouve à la radio pareil. Non mais si, c'est bien moi, c'est ma radio. Il faut arrêter, c'est ma radio. Et donc le médecin se retrouve toujours à quand même aller vérifier. Et il revient 5 minutes après, en s'adressant à mon père. Oui, effectivement, c'est bien la radio de votre femme. Mais c'est vraiment très bizarre parce qu'elle n'est pas censée parler, vu la radio, et encore moins comprendre certaines subtilités du langage, comme l'humour. Et donc là, ma mère lui répond toujours... oui, c'est bien moi, et lui, il est vraiment aussi con que les autres, en fait, hein, clairement. Et le médecin, toujours, essaie de bien faire, tu vois, il essaie de comprendre, donc il dit, mais vous comprenez vraiment tout ce que je vous dis, alors, hein, tout. Et donc elle se retrouve toujours à conclure sur, ouais, je comprends, et j'entends tout ce que vous me dites. Par contre, si j'étais vous, j'irais faire un tour pour vérifier un petit peu vos oreilles. Lui, ça marche pas trop. Donc, voilà un petit peu pour le contexte, l'introduction avec ma mère et sa situation. Alors, je vous invite malgré tout à lire l'article sur le deuil blanc écrit par Henri Rouillet sur le site du Nouvel Obs, où justement il parle de deuil de personnes qui ne sont pas mortes pour les proches de la famille. Même si moi j'ai pas envie de faire autant dans le pathos que ça ce soir. Donc, effectivement, ma mère n'est pas morte, même si elle est plus qu'elle était. En tout cas, c'est vrai qu'à son retour de la clinique, après 2 mois d'exercice, etc., elle est retournée avec mon père, et là, c'est vrai que les choses étaient plus du tout pareilles. Là, je vous vois venir. Ouais, ça doit être compliqué de apprendre à vivre, se réadapter avec le handicap, d'accepter de retrouver un équilibre.
Non, non. Je crois pas qu'on puisse parler d'équilibre aujourd'hui, mais en tout cas, mon père et ma mère, ils ont clairement réussi à trouver une manière de réorganiser leur quotidien avec le handicap. C'est simple, hein, très simple. Ils organisent rien. Non, rien, du tout. Mes parents, ils sont redevenus ados en fait, ça y est. Là, ils ont 16 ans à nouveau. Ouais, sérieusement. Alors bon, quand ils avaient eu 16 ans la première fois, pour eux c'était l'âge où ils bossaient, ils faisaient le ménage, ils commençaient à s'interroger sur le mec ou la meuf qu'ils allaient épouser 2 ans après, pourvu que ça plaise aux parents, blablabla. Donc en fait, ils ont 16 ans de français pour la première fois de leur vie. Alors du coup, bah ils kiffent, mais le truc c'est que quand t'as 16 ans, t'as pas un budget illimité, t'as pas tous les droits. Mais eux, ils sont devenus grands. Là, maintenant, ils ont un budget, ils ont plus de thunes et ils ont plus de possibilités. Donc, du coup, c'est clairement le grand n'importe quoi. Voilà, ils s'étaient pas vraiment encore débarrassés des gamins pour faire n'importe quoi, parce que bon, j'avais eu quelques petits soucis d'étudiants, j'avais dû revenir quelques mois chez eux, j'ai fait des cours, mais au final, j'ai pu du coup constater moi-même l'ampleur du truc. En fait, mes parents, ils sortaient tout le temps, ils sortent tout le temps. Bon, alors pour mes parents, une sortie, ça veut dire aller au kebab du coin et faire une balade à la colline. Hein. Ouais, mes parents, c'est un peu des kékés. Ils sont kékés mais romantiques, attention. Hein. Et si vous vous demandez comment mes parents font pour faire des balades à la colline en fauteuil, moi aussi, je continue à me demander, vraiment, c'est assez hallucinant. Ils me racontent des trucs, ils partent en balade pendant 2-3 heures dans des chemins rocailleux, dans des montagnes, dans des paysages assez fous et glissants, et ils kiffent en fait, ils kiffent. Je me rappelle une fois, on est allés balader tous les 3, j'avais des chaussures hyper glissantes, ça faisait déjà bien 1 heure qu'on marchait, et là vraiment je sens que c'est hyper tendu quoi, hein, la pente, je revoyais ma vie défiler, les gens à qui j'aurais eu envie de dire adieu que ce sera pas possible, j'avais la larme qui coulait, enfin voilà quoi, pour moi c'était la fin, donc là je leur dis, on arrête, on fait demi-tour. Et mes parents, râleurs, en mode non mais attends, on fait 10 fois pire d'habitude, à un moment donné, on va pas s'arrêter là quoi, c'est une sortie, c'est une balade. Donc en plus ils râlaient quoi. Hein. Donc finalement, moi à ce moment-là, dans ma situation de semi-marathonien, je me sentais hyper badass, hyper ouf dans ma vie. Là je suis redescendue direct, mais alors direct, hein, là tu te dis ok, je suis en mode débutant dans la vie. Ouais, alors oui, je suis ce genre de personne complètement dingue, qui est capable de s'entraîner 4 fois par semaine, se lever à 7h du matin le dimanche pour aller faire ses 15 km de montagne, pour parvenir à faire une course de 21 km et en chier tout le long. Une fois que t'en as chié, tu seras inscrit au prochain semi-marathon, histoire d'en chier encore plus. Et ouais, j'appartiens aussi du coup à cette équipe de relous qui au restaurant le soir avec ses potes va dire non, les pâtes c'est pas bon pour les coureurs le soir en fait, c'est une légende. Je vais prendre une salade de quinoa moi s'il vous plaît messieurs. Voilà, donc je suis ce connard. Bon, tout ça pour dire que finalement mes parents ils avaient beau faire toutes les folies du monde avec leurs balades etc, ça les fatiguait, mais alors pas du tout. Ah non mais pas du tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire quoi, pas fatigué. Ouais, des bêtes de sexe quoi en fait, hein. Un truc de fou hein. Ah oui, si, tu vois, moi je sortais de ma plus grosse rupture amoureuse depuis que j'étais baby doudou, tu vois. J'avais mis 2 mois à accepter de revenir à l'état de personne vivante, articulée et un minimum sociable, qui peut s'exprimer autrement que par des pénibles grognements. Ouais. Et j'avais du mal à aborder les meufs, tu vois, niveau confiance en moi, c'était nul. Et pendant ce temps-là, mes parents, eux, ils vivaient les plus grands, les plus longs et les plus intenses orgasmes de leur vie. Alors quand t'as 23 ans et que tes parents, ils sortent et baissent 10 fois plus que toi, c'est vraiment, il y a un truc qui cloche. Hein. Mais avec toi, hein, pas avec tes parents, hein, c'est toi qui cloche, hein, vraiment, hein, et tu te remets en question. Hein. Bon, c'est pas faute d'avoir essayé. Tu vois, à l'époque, moi j'étais sur Gayvox. Ouais, j'ai la fougue et la beauté de la jeunesse, mais c'est vraiment tout ce qui m'en reste. Hein, d'âge. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent Gayvox, cette entité merveilleuse, mais en fait Gayvox c'était un chat de rencontre, c'était tout violet, tout dégueulasse, c'était vraiment dégueulasse, et avec des gens, je pense bien 85% des gens étaient très très glauques, et il y avait une notification, un bruit de notification, mais vraiment chelou et désagréable, c'est assez traumatisant en fait comme expérience. Et moi j'étais assez content d'avoir déjà été ok avec mon homosexualité quand je me suis lancée sur Gayvox,
Parce que c'est vraiment le genre de truc où quand tu y vas, tu te poses des questions sur qui tu es, ton identité, ta sexualité, tu rencontres des trucs tellement de ouf, tu te dis si c'est ça les relations amoureuses ou sexuelles dans la communauté, je vais me trouver un passe-temps hyper prenant, ça m'ira très bien moi, hein, je vais arrêter là. Hein. Et c'est comme ça que tu te mets à collectionner les timbres de la Seconde Guerre mondiale en Bulgarie. Faut dire que je me suis sentie tellement désespérée à un moment que j'ai même repéré la caissière de l'Intermarché du village. Ouais, j'étais dans un village, on était 2500 peut-être. C'était vraiment glauque. Donc c'était Monique, 35 ans, éternelle célibataire alcoolique, qui finissait toujours au bar de la place à partir de 17h. Ben, à ce moment-là, je me suis dit que même elle, si elle m'invitait, et même si c'était pour manger un kebab en survêt, je lui laisserais une chance, tu vois. Et ben, tu sais quoi? Même elle m'a pas demandé. Rien à faire. Bah du coup, mes parents, ils ont continué, et ils continuent toujours à vivre une vie d'adolescent. Moi, j'attends sagement le coup de fil de la police pour prévenir qu'on a retrouvé leur corps au bas d'une falaise. Hein. Et alors, check Médusa, mon téléphone, s'il te plaît. Et moi, j'ai fini mes études. J'ai emménagé à Marseille, puis j'ai emménagé à Montpellier, par ici. Ouais, aussi j'ai téléchargé Tinder, pareil. Pardon? Et quand je vois mes parents aujourd'hui, j'ai encore plus envie de te dire, fais ce que tu veux, fais ce que tu dois.